alors que la transition entre la générique et la webcam a été un peu brutale et que je n'ai pas de retour, donc je n'ai pas eu de signe qui m'indiquait qu'on est en live. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour le chat, bonjour Acropolis. Merci d'avoir patienté les petits délais un petit peu impartis qui nous a causé quelques problèmes. Nous sommes en direct de la Sorbonne à Paris, parce que nous eussions fait. On m'entend pas bien, c'est ça, le micro est pas assez fort. Je vois la régie qui panique. On organise une super émission à 17 h, soyez là, soyez présents. En direct de la Sorbonne, il y a un plateau à mes côtés. Et normalement la webcam devrait bouger, je vois la régie qui panique, je ne sais pas ce qui se passe. Ah si, c'est bon, je suis à l'antenne. Très bien. Captain Sylvain dans son Boeing, Sylvain saturation. Mais c'est pas grave la saturation c'est la vie. On aime ça. Du coup on l'entend à peine aussi. Ça sature mais moins. Oh my god, là c'est mieux, merci. Saturation, le son est bon maintenant, c'est mieux, ouf, ah merci. C'est mieux, salut, les commus, mieux. Là c'est trop bas. Vous êtes d'une exigence, vous avez un niveau d'exigence quand même absolument incroyable hein, sur Acropolis. Vous êtes tellement habitué à des streams d'une qualité incroyable que le moindre petit grain de sable. Je sais pas, moi je m'entends pas, le chat a l'air content, donc a priori c'est bon. A priori on est bon. Vous voyez des fronts qui s'affairent devant la webcam de la régie. Voilà, il est 14h57, on va bientôt passer au stream. Alors que je vois Jean Massier venir vers moi. Je vous présente Jean Massier. Vous connaissez Jean Massier? Oh. Travers la caméra. Non, c'est toi qui es de travers. C'est le pied qui est de travers en fait. La caméra, elle est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? On te retrouve à 17 h? Ouais, on retrouve à 17 h. Je sais pas si t'entendent les gens. Le chat est décalé. Est-ce que... donc on retrouve Jean à 17 h pour l'émission de la Bolognaise. On va vous parler du processus de Bologne. Je sais pas. Processus de Bologne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous le saurez en regardant l'émission à 17 h, l'émission qui s'appelle La Bolognaise. La Bolognaise, c'est un nom d'émission de qualité, une préparation de qualité. Et voilà. Donc là, on est à la Sorbonne, vous le voyez dans la... C'est pas un faux fond. Ah, je pense que je suis dans le mauvais sens là. Et comme j'ai pas de retour, compliqué, alors attention. Perdu. Donc comme vous le voyez ici, on est à la Sorbonne, le fond qui est derrière, ce n'est pas un fond vert avec des images, c'est vraiment le fond du hall qui est devant le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour le gros événement qu'il y aura ce soir. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a eu des problèmes de son, des problèmes techniques, des problèmes de préparation. Nous sommes désolés, nous vous prions de nous en excuser et nous espérons que ces QAG vont se passer dans des... Alors que revoilà la structuration. Est-ce que tu m'entends, Sylvain? Je ne t'entends pas, faut que je parle. Ok, il faut que je parle pour les réglages de la régie qui s'affaire actuellement à préparer le son. Le problème c'est comme il y a un décalage entre on entend très bien la régie. Ouais, moi j'ai pas de retour en fait, donc j'ai du mal à me faire une idée. Est-ce que tu peux? J'ai du mal à me faire à l'oreille, mais a priori c'est bon. Hein. C'est bon. Mais Raphaël ne m'entend pas, donc c'est compliqué. L'image est nulle. L'image est nulle. Le spam est présent. On attend que Raph pète un câble pour les clips Twitch. Là, tout est bon. A priori, là, tout est bon. Ils sont en train de s'affairer. A priori, tout est bon. Hein. A priori, tout est bon. Non, pour toi aussi. Ah, je commence à m'entendre. Incroyable. Je m'entends là. J'ai tout mis à fond. Ah bah c'est pour ça, mais ça va saturer du coup. Non. Enfin... Je sais pas. Alors qu'il est 15 h, on n'a pas encore d'image de la part de l'Assemblée, mais il est 15 h effectivement. C'est bizarre. Oula. Alors là je m'entends très fort. Bonsoir, comment va la première chaîne éducative de Twitch? Eh bien ça va bien, à part le son, qui est trop fort. Saturation again. J'essaie de pas parler trop fort hein, pourtant, mais... En fait, faut qu'on... Ah bonjour, peut-être que les gens m'entendent. Oui, absolument. Faut que tu continues de parler tout le temps, comme ça les gens disent si ça sature ou pas et on peut régler le problème. En fait, il faudrait qu'on passe au générique, qu'on passe à l'Assemblée nationale, comme ça au moins les gens pourront écouter les QAG, l'émission,
Il faudrait que Raphaël m'entende. Est-ce que Raphaël, tu m'entends? Alors, je vais enlever le casque pour que Raphaël m'entende. Ouais. Ouais, je sais, je suis en train de... Ok. Merci. Et je parlerai après du coup. Ah, c'est bon, je t'entends. C'est magnifique. La France est belle. N'est-ce pas? Et bah, générique. Générique. C'est parti. Et rebonjour à toutes, rebonjour à tous, bienvenue sur les QAG d'Acropolis, les QAG commentés version Acropolis évidemment. Ah oui, si, on a une image incroyable. C'est beau, hein. C'est la régie est pro. Préparer ce qu'il fallait. Là par exemple, si quelqu'un fait un don, subrepticement, bah, je pourrais pas le voir. Et c'est dommage. Je pourrais pas valoriser ce geste citoyen, ce geste grave, ce geste solidaire et ce geste démocrate finalement. Ne touchez à plus rien. Le son est bon mais l'image est nulle. C'est quoi le problème avec l'image? Très bien l'image. Pour le coup j'ai pas le retour de la régie mais j'ai le retour de... j'ai Twitch. La séance est ouverte. Alors que voilà François de Rugy. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et la première question est posée par Madame Valérie Boyer. Et c'est Valérie Boyer qui ouvre cette séance. Ah putain. Monsieur le Premier ministre, lundi en pleine journée, un commodo lourdement armé a fait irruption au cœur du quartier de la Busserine à Marseille. Des tirs ont retenti et un homme aurait été enlevé, un habitant blessé. Nos policiers, à qui je veux rendre un hommage appuyé pour leur sang-froid et leur professionnalisme, ont été mis en joue. Chômage, communautarisme, insécurité, voici la triste réalité d'une France abandonnée aux mains de la voyoucratie et d'une Macronie dépassée. Ce n'est pas un énième discours victimaire, un nouveau plan banlieue ou la police du quotidien qui feront taire les kalachnikovs d'une voyoucratie qui n'a pas peur. Donnez à nos forces de l'ordre les moyens d'agir, investissez dans des moyens techniques pour mieux lutter contre le terrorisme et la criminalité. Assurez une réelle application des peines, soyez toujours du côté de ceux qui nous protègent et mettez fin à ces zones d'un autre droit, cette contre-société, pour reprendre les mots d'Elisabeth Badinter, où règne mafia, islam radical et communautarisme. Cessez d'opposer les Français, la ville contre la campagne contre la banlieue. Pourtant, hier, le président de la République a désavoué Jean-Louis Borloo pour accorder sa confiance à Yacine Bellatar. Celui qui considère que les crimes terroristes s'assimilent à de simples galipettes ou que les exactions du djihad peuvent être comparées à une fête d'anniversaire. Le communautarisme est ici alimenté directement par le président, qui reprend le vocabulaire et la vision racisée des indigènes de la République, stigmatisant les mâles blancs. Concrètement, Monsieur le Premier ministre, pensez-vous qu'en fracturant ainsi l'unité nationale, on peut améliorer la sécurité des Français? Tout le sens de mon engagement politique repose sur le fait qu'on ne peut réduire les Français à leur origine, leur sexe ou leur couleur de peau. Et je pense que c'est le vôtre aussi, mes chers collègues. Alors, Monsieur le Premier ministre... Alors, est-ce que ça marche le King? Oui, formidable. À une Française ou à une femelle blanche? Ça, c'est une petite référence au discours de Macron hier sur les banlieues. La parole est à Monsieur Gérard. Et donc, c'est Gérard Collomb qui répond à Valérie Boyer. Comme j'étais pas là, vous me résumez la question, s'il vous plaît? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Boyer, d'abord, vous me permettrez de ne pas partager exactement votre vocabulaire. Pour le ministre de l'Intérieur, il n'y a qu'une séparation. Ceux qui respectent le droit et ceux qui ne respectent pas le droit. Et dans les quartiers de Marseille, depuis trop longtemps, on ne respecte pas le droit. Nous avons, dans les années Est-ce qu'il y a des gens qui habitent à Marseille ici de s'écouler, avec un directeur, aujourd'hui directeur de la DGSI, fait un certain nombre de progrès. Comme vous le savez, sur le quartier de la Busserine, en 2017, 31 affaires de stupéfiants ont été réalisées.
pour les 4 premiers mois de 2018. Ces résultats sont en progression puisqu'on compte déjà 12 affaires. Dès l'après-midi même de ces... Je suis né à Marseille, ceci explique cela. Ah, ça explique, oui, des effectivement. policiers. Ça explique le fonctionnement Nous du chat. avons envoyé une compagnie supplémentaire de CRS. Donc c'est QSG qui commence par c'est le bordel à Marseille, comme ça l'est depuis longtemps. Nous apprêtons Question très virulente de Valérie Boyer. une autre, parce que toujours dans ce Et Gérard Collomb qui répond qu'on a fait des progrès grâce à l'action de ce nouveau gouvernement. à la loi. Merci. Que le droit doit être La parole est maintenant à Madame Anne Bruniera. le même pour tous. Monsieur le Président, Mesdames Parole et à Messieurs Anne les Bruniera, députés, députée à ma l'REM. question s'adresse à Madame Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et elle concerne l'inscription dans l'enseignement supérieur de nos futurs bacheliers. Alors, Les question chiffres rendus Parcoursup. publics hier nous amènent à constater que la nouvelle plateforme Parcoursup a fonctionné comme prévu. Plus de la moitié des lycéens ont reçu une réponse positive dès hier soir et plus de 64 000 ont déjà accepté une des propositions qui leur était faite. J'en tire pour ma part 2 enseignements. Le premier est que notre pari de la confiance en notre jeunesse est gagné en optant pour un dispositif... Est-ce que vous trouvez que le gouvernement et la majorité ont confiance sur la jeunesse? Et la réactivité de nos lycéens. Est-ce que vous trouvez que Parcoursup c'est une marque de confiance à la jeunesse? À la machine, le sens à l'arbitraire, la responsabilité à la passivité. Je rajoute que l'ergonomie de la plateforme, sa disponibilité sur smartphone, l'envoi de messages aux jeunes montrent que ce nouveau dispositif a bien été pensé pour les usages d'aujourd'hui. Le deuxième enseignement est que le système fonctionne bien en continu. Dès ce matin, de nouvelles propositions sont déjà parvenues aux élèves qui n'en avaient pas reçu hier, et ce sera le cas tous les jours. Avec les députés La République En Marche impliqués dans la loi Orientation et réussite des étudiants, je suis satisfaite de constater que cette plateforme fonctionne très bien. Elle a été Anne construite et Bruniera, développée par qui des est scientifiques et une ancienne informaticiens de haut socialiste, niveau et qui a été feuille adjointe à l'éducation d'affichage au maire de Lyon, un certain Gérard Collomb. Elle a remplacé notamment Najat Vallaud-Belkacem, qui était elle-même devenue ministre de l'Éducation. D'où sa question à Frédérique Vidal sur l'enseignement supérieur et sur Parcoursup. Vivent certains de nos lycéens et de leurs familles. De même, il existe des situations individuelles problématiques. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire ce que peuvent faire les lycéens inquiets, ainsi que ceux qui se trouveraient dans des situations atypiques? Quels sont les recours qui leur sont proposés? Et donc pour toutes les personnes qui n'ont pas encore une proposition, que peuvent-ils faire? Madame Frédérique Vidal de l'enseignement supérieur sera présente à la Sorbonne ce soir. Petite Merci, parenthèse Monsieur le publicité. Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bruniera, oui, vous l'avez rappelé hier soir, la plateforme Parcoursup a permis à plus de 430 000 lycéens de recevoir des propositions. 350 000 lycéens ont aussi des propositions en attente. Et dès hier soir, 63 000 lycéens ont accepté les propositions qui leur étaient faites. Et donc, dès ce matin, de nouvelles propositions ont été faites aux lycéens. C'est un système qui va fonctionner en continu, effectivement, comme vous l'avez rappelé. Et c'est pourquoi j'invite tout cet hémicycle à faire la pédagogie de ce que vous avez souhaité pour la nouvelle plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. Au-delà de cela, je tiens à dire qu'il y a aussi énormément de fausses informations. La France Insoumise à faire la pédagogie de Parcoursup. Certains ont des agendas qui ne sont par exemple, pas les agendas de la réussite des étudiants. Je pense que c'est compliqué. Nous avons vu, notamment sur les réseaux sociaux, se propager de très nombreuses... Oui, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, qui était en train de parler, absolument. Concernant... les messages dans le chat de Acropolis, c'est des tests pour l'émission de ce soir, ne vous inquiétez pas. Et qui n'ont donc pas de proposition à ce jour. Dès ce matin, des commissions rectorales ont été mises en place et les recteurs et les équipes pédagogiques vont accompagner ces jeunes de façon à pouvoir leur proposer des solutions sur la base des préférences qu'ils ont exprimées sur la plateforme Parcoursup. Au-delà de cela, il y a un numéro vert, il y a une possibilité de contacter des conseillers d'orientation
Les proviseurs reçoivent en même temps que les lycéens les résultats et peuvent donc les aider et les aiguiller. Donc les commissions rectorales vont être mises en place donc dans les rectorats du coup, pour aider les jeunes lycéens qui n'ont pas de proposition ou qui n'ont pas de retour positif à trouver des solutions pour s'orienter et trouver une solution La parole est à moyen terme. Hubert Wulfranc. Et c'est Hubert Wulfranc, le député de gauche démocrate et républicaine qui prend la parole. Monsieur le Président, la question des députés communistes s'adresse à tout ministre de droite, cohérent et décomplexé. Admettez que votre tâche en sera facilitée. Ça commence bien. Vous avez donc commandé un certain nombre de propositions visant à réduire des prestations de solidarité nationale, tant en nombre de bénéficiaires qu'en montant. Plusieurs dispositifs sont mis à votre arbitrage. Il faudrait arrêter de tourner la tête, monsieur Wulfranc, s'il vous plaît, parce que dans le micro, c'est pas top. L'inflation pour le minimum vieillesse, le gel des allocations familiales et des retraites à l'horizon 2019, la prise en compte du patrimoine pour l'allocation de perte d'autonomie, la révision périodique des bénéficiaires pour l'allocation. Hubert Wulfranc qui fait donc la liste des mesures de droite prises par le gouvernement selon lui. Accéder aux bourses étudiantes. Vous comptez ainsi économiser 3,5 milliards d'euros sur les 60 milliards prévus durant ce quinquennat. Madame ou monsieur là ou le ministre, ces coupes sombres sur des prestations... C'est assez rare qu'un député n'adresse sa question à aucun ministre en particulier. Insupportable. Et en particulier pas les faveurs au Premier ministre. Sonnantes et trébuchantes, plus de 10 milliards d'euros pour les plus riches. Alors, quand, à quel niveau et où va s'arrêter votre cohérence décomplexée, celle de la droite du Nouveau Monde, lorsqu'il s'agit de déclasser au quotidien un nombre croissant de jeunes, de seniors, de familles, de publics fragiles, en somme, un nombre croissant de nos concitoyens. Merci, monsieur le député. Question très générale d'Hubert Wulfranc, ministre des Solidarités. Sur la politique du gouvernement, et c'est Agnès Buzyn qui veut lui répondre, la ministre de la Santé et des Solidarités. Monsieur le député Hubert Wulfranc, j'ai déjà eu l'occasion de le dire hier. Au sein de cet hémicycle, je partage complètement les enjeux de protection des plus fragiles et la lutte contre l'exclusion dont vous parlez. Et nous avons déjà voté dans le PLFSS l'augmentation du minimum vieillesse, l'augmentation du minimum pour les adultes handicapés, la prime d'activité. Protéger les plus faciles. Et donc Agnès Buzyn présente toutes les mesures du gouvernement pour aider les plus fragiles, contrairement à toutes les mesures présentées par le député Hubert Wulfranc de la gauche démocrate et républicaine, une stratégie de lutte contre la pauvreté qui serait contre justement cette il s'agira de mettre l'accent sur les plus fragiles sociales en misant sur l'investissement social et l'émancipation. Cette stratégie s'adressera en particulier en direction des plus jeunes, puisque nous renforcerons l'accès à la formation des jeunes les plus éloignés de l'emploi. Nous ne devons plus laisser aucun jeune sortir de l'aide sociale à l'enfance, par exemple, sans solution de logement, de formation ou d'emploi, et nous en faisons une priorité. J'annoncerai également très prochainement, la semaine prochaine, un plan pour la prise en charge des personnes âgées, que ce soit à domicile ou en établissement. Plan pour la prise en charge des personnes âgées annoncé la semaine prochaine par Agnès Buzyn. Contre la perte d'autonomie et la prévention. À cet égard, nous serons très attentifs au maintien des aides qui permettent aujourd'hui aux personnes âgées de rester chez eux le plus longtemps et d'éviter d'entrer. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Vous l'avez compris, le gouvernement partage votre attachement à la protection des personnes les plus vulnérables, mais nous souhaitons également libérer les énergies, les premiers résultats sont là, et protéger les plus fragiles. C'est ce que nous faisons depuis le début de ce quinquennat. Vous pouvez compter sur ma détermination pour protéger ces personnes. Je vous remercie. Libérer les énergies, voilà le message d'Agnès Buzyn pour répondre à la question de Hubert Wulfranc, le député gauche démocrate et républicaine. Madame la garde des Sceaux, vous avez devant vous une assemblée dont la plupart d'entre nous ont été élus pour la première fois il y a 11 mois. Nous avons tous constaté de diverses manières, certains en étant élus, d'autres en voyant leurs collègues battus, la défiance et l'exaspération des Français vis-à-vis du pouvoir politique.
Cette défiance des Français tient parfois au manque d'exemplarité de la classe politique. Elle tient aussi à la complexité des textes que nous votons, au temps jugé parfois trop long entre nos débats et leur mise en œuvre, à notre supposé corporatisme qui nous empêcherait de porter un regard critique et réformateur sur notre propre façon de travailler. Notre majorité s'est engagée à réconcilier les Français et leur classe politique. Cela passe par une République forte et donc des institutions puissantes. Le Parlement est bien sûr... Marie Guevenot qui pose une question sur la réforme constitutionnelle dont le... Ici en est le garant. Dont les deux projets de loi des partis a été présenté ce matin, je crois. Texte constitutionnel. Marie Guevenot, députée LREM, qui était jupéiste et une proche d'Édouard Philippe, adopté ce matin au Conseil et qui s'est prononcée très en faveur du projet de loi Asile et Immigration de Gérard Collomb, notamment. La baisse du nombre de parlementaires, la limitation du cumul des mandats. Elle avait commencé la présidentielle en soutenant François Fillon, mais elle avait arrêté suite à l'affaire. Ces mesures que certains voudraient présenter comme un affaiblissement du pouvoir législatif sont pour nous les moyens de parvenir... Donc, question à Nicole Belloubet pour savoir dans quelle mesure la réforme constitutionnelle n'est pas un frein au travail législatif, bien au contraire. Efficace et avec plus de moyens. Question semi ou pas. Nous aurons, Madame la Garde des Sceaux, un débat parlementaire dense où chacun de nous pourra confronter ses points de vue, débattre, puis en définitive choisir notre mode de gouvernement. Quand et comment les Français pourront disposer d'un Parlement adapté aux réalités d'aujourd'hui et digne d'une grande démocratie. Madame la députée, la parole est à Madame Nicole Belloubet. Évidemment, le député de droite qui n'était pas très content parce qu'elle a dû dépasser de quelques secondes les 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés... Nicole Belloubet, garde des Sceaux, qui répond. Madame la députée Guévenoux, vous rappelez à juste titre les origines de ce projet de loi constitutionnel et des projets de loi organiques et ordinaires qui forment un paquet institutionnel extrêmement ambitieux. Ces origines, elles résident, je crois qu'il faut le dire ici, dans la volonté des Français, telle qu'elle s'est traduite par le vote exprimé en 2017. Cette volonté des Français, il faut... Premier argument de Nicole Belloubet, c'est on a été élu en 2017, on a raison de se faire ce qu'on avait promis à ce moment-là. Une abstention renforcée, et notamment la réforme constitutionnelle et institutionnelle. Extrêmes, des propos politiques parfois houleux ou virulents, une défiance, vous l'avez rappelé, à l'égard que les Français entretiennent à l'égard de la vie politique. Nous avons déjà ensemble, mesdames et messieurs les députés, ensemble donc disais-je, nous avons déjà commencé à répondre à ces attentes des Français en adoptant largement les projets de loi relatifs au rétablissement de la confiance dans la vie publique. Le projet constitutionnel... Projet de loi de moralisation et de confiance dans la vie publique, vous vous souvenez, l'année dernière, pour compléter cet ensemble, qui avait entraîné quelques modifications qui avaient été initiées par François Bayrou à l'origine, juste avant qu'il soit démissionnaire du gouvernement et qu'il soit remplacé par Nicole Belloubet. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Du cumul des mandats dans le temps, tout cela, c'est le choix des Français. Il faut le répéter et le mettre en œuvre. Pour répondre précisément à votre question, Madame la députée, le projet de loi constitutionnelle sera débattu à l'Assemblée nationale dans la première quinzaine du mois de juillet. Il sera débattu ensuite au Sénat à la rentrée. Les projets de loi organiques et ordinaires seront débattus dans la foulée à l'automne. Et l'objectif, c'est une application pour 2019, comme l'avait annoncé Nicole Belloubet, je crois, une précédente QAG. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Bercy ne manque pas d'imagination et comme... Et donc c'est Boris Vallaud qui prend la parole, député socialiste, député Nouvelle Gauche. Les Français sont légitimement inquiets des perspectives de réduction des prestations sociales dont la presse s'est faite l'écho. Là, Boris Vallaud, il parle d'un document qui a fuité chez Le Monde, rédigé par les services de Bercy, c'est-à-dire le côté technique et non pas le côté politique du ministère. Hier, les fonctionnaires défendaient dans la rue une certaine idée du service public, garante de l'égalité devant la loi, de l'accès aux droits pour tous, partout, sur tout notre territoire, quelle que soit sa condition, parce que les algorithmes ne font pas tout. Ils défendaient le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Vous avez promis 100 milliards d'euros d'économies durant le quinquennat, et comme vous avez déjà dépensé beaucoup pour les plus riches, que vous aurez à compenser la suppression de la taxe d'habitation, voilà
que votre regard se tourne désormais vers les prestations sociales. Le retour de la croissance dont vous héritez ne peut justifier d'abandonner les plus fragiles à ce que vous pensez être leur destin de dernier de cordée. Avec vous, la République baisse la garde et la situation s'en ressent pour les plus fragiles. Avec la Boris Vallaud qui se base donc sur ce document et sur la manifestation des fonctionnaires qui a eu lieu hier. Les chiffres du chômage sont venus confirmer que vous aviez... Dont les chiffres étaient en baisse d'après les échos que j'ai entendus. Votre dispositif d'emploi aidé... Je ne sais pas si vous avez entendu la même chose. Ça aurait été intéressant de faire l'introduction de CQHG. Hein. Je suis désolé de ne pas avoir eu le temps de le faire. Depuis le début de l'année de 30%, la logique du contrôle prime désormais sur celle de l'accompagnement. Alors, quelles sont vos intentions? Qui croire de vos ministres qui de jour en jour se contredisent? Quand allez-vous cesser de brouiller les messages et d'avancer en vous drapant de cesser d'avancer en vous drapant dans le pragmatisme alors que vos réformes fiscales et sociales abîment nos services publics et remettent en cause nos solidarités? Monsieur le Premier ministre, votre ras-le-bol social ne saurait tenir lieu de politique budgétaire, de politique sociale, de politique tout court. Merci, monsieur. Nouvelle charge contre l'intégralité de la politique du gouvernement, et notamment la politique fiscale, de la part de Boris Vallaud, le député Nouvelle Gauche et... Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vallaud... Et c'est donc Gérald Darmanin qui va répondre. J'ai compris le sens de votre question. J'ai compris que vous n'étiez grosso modo pas d'accord. Ça nous rassure. Gérald Darmanin qui fait du Gérald Darmanin dans le texte, évidemment. Je vais essayer de façon républicaine de reprendre les quelques éléments un peu disparates. Et si nous sommes aujourd'hui en train de discuter de politique, c'était plus dans un poème de Prévert que nous retrouvions dans votre question, finalement, que dans des réponses précises. Si votre question était le fait que nous étions rassurés avec la mobilisation qui baisse du nombre de fonctionnaires en grève et en manifestation, que pourtant, évidemment, avec Olivier Dussopt, nous écoutons, je croyais que vous alliez nous encourager pour dire qu'effectivement, la multitude des relations que nous avons avec les syndicats, avec les agents publics, démontre que c'est l'immobilisme, monsieur le député, celui que vous avez incarné, qui tue le service public, et pas l'inverse. Si vous vouliez nous féliciter... Évidemment, petite attaque contre la politique précédente du gouvernement socialiste. C'est pas parce qu'on crie qu'on a raison, d'accord ? Et il me semble que vous incarnez bien plus Bercy que je ne l'ai pu incarner moi-même, monsieur Vallaud. Parce que Boris Vallaud a été conseiller à Bercy, je crois. Si vous voulez me dire qu'au mois d'avril dernier, vous avez pu rassurer les... Il a été directeur de cabinet d'Arnaud Montebourg au ministère de l'économie, effectivement. L'augmentation non comparable de vos années, de l'augmentation effectivement du pouvoir d'achat de nos concitoyens retraités les plus modestes. Vous auriez raison. Si vous voulez nous dire, monsieur Vallaud, que dans votre département des Landes, vous allez faire un tract dans toute votre circonscription pour expliquer que 60% des habitants de votre circonscription ne paieront plus la taxe d'habitation, vous avez raison. Vous voyez, monsieur Vallaud, entre nous, la prochaine fois, posez une question claire et vous aurez peut-être une réponse plus claire. Ça m'a permis de faire autant de politique que vous. Merci, monsieur le... Voilà, une réponse aussi large que la question l'était, de la part de Darmanin, très politique effectivement. Désolé pour les sons de micro, on est en train de couper le son de la régie qui fait des réglages pour ce soir, désolé. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Donc question de Frédéric Dumas. Le Premier ministre et la ministre de la Culture ont fait du droit d'auteur une priorité et c'est toute l'essence des combats majeurs qui sont menés au niveau européen. Mais il est important que cette priorité se traduise aussi sur le plan national, sur ce qui fait le quotidien des auteurs. Hier ont eu lieu les états généraux du livre et les inquiétudes étaient très fortes. Plusieurs études récentes ont montré une précarité grandissante. Parallèlement, les auteurs ont dû assumer une augmentation continue de leur charge sociale depuis 2012, mise en place d'une cotisation pour la formation professionnelle, augmentation de la cotisation retraite de base, réforme de la retraite complémentaire. S'y ajoute la hausse de la CSG au 1er janvier 2018, la mise en place au 1er janvier 2019 d'une caisse de sécurité sociale unique, de la retenue à la source et bientôt des réformes de la formation professionnelle et des retraites. Toutes ces réformes sont indispensables et nous les portons, mais elles ne prennent pas en compte à ce jour la spécificité du métier d'auteur. Ce sont bien des dizaines de questions qui se posent. Un exemple, les auteurs sont des actifs qui n'ont pas de cotisation d'assurance chômage. Un décret paru le 15 mai dernier prévoit un fonds de compensation, mais nous savons déjà que ce dispositif exclura 85 000 auteurs et que par ailleurs, pour l'avenir, aucune solution pérenne n'a été trouvée à ce jour.
Vous avez, Madame la Ministre, conjointement avec la Ministre de la Culture, confié il y a quelques jours une mission à l'IGAC et à l'IGAS afin de trouver des solutions concrètes d'ici l'été. Vous allez recevoir à cet effet l'ensemble des représentants du secteur le 21 juin prochain. Alors, Madame la Ministre, ma question est la suivante et elle concerne tous les auteurs. Est-ce que vous pouvez vous engager à ce que les droits promis, en contrepartie des contributions... Frédéric Dumas, qui est député LREM et qui pose une question sur les droits d'auteur et sur les nouvelles règles d'embauche et de cotisation. Êtes-vous favorable Puisque, elle connaît bien le sujet, elle est productrice, elle a été notamment oscarisée pour des films comme No Man's Land, comme Doberman. Elle était aussi coproductrice du film The Artist. Merci, Madame. Que dire d'autre? Donc elle pose une question sur le statut du droit d'auteur. Ministre des... C'est Agnès Buzyn qui répond, c'est étonnant ça. Plus pour les cotisations peut-être. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frédéric Dumas, le gouvernement, vous le savez, attache une importance à l'amélioration de l'accès aux droits sociaux des artistes auteurs. Cela n'a pas toujours été le cas par le passé, puisque pour la majorité des artistes auteurs, les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre de leur activité n'étaient pas mises en recouvrement, ce qui a occasionné de graves préjudices dans le calcul de leur retraite. Le statut des auteurs, c'est très particulier. Il y a, dans tout ce qui est activité artistique, de toute façon, c'est extrêmement complexe, mais en particulier les auteurs. Gérés par les URSSAF, les différents auteurs. Du régime des artistes auteurs. S'agissant de la CSG pour l'année 2018, c'est l'État lui-même qui garantira une égalité de situation en prévoyant une modalité de compensation. Le décret que vous évoquez crée une aide de l'État en faveur des artistes auteurs égale à 0,95% du revenu qui sera versée sous la forme d'une déduction de l'ensemble des prélèvements sociaux. Pour l'avenir, vous l'avez dit, nous avons confié une mission à l'Inspection générale des affaires sociales et à l'Inspection générale des affaires culturelles avec Françoise Nyssen pour trouver une solution pérenne. Françoise Nyssen, ministre de la Culture. De compensation de la hausse de la CSG à compter de 2019. Et cette mission examinera par ailleurs la question de la prise en compte d'autres revenus au titre des revenus d'artistes auteurs, tout en veillant à respecter la cohérence et les équilibres financiers. Voilà, Agnès Buzyn qui annonce une commission qui va travailler sur l'homogénéisation du régime. Les artistes auteurs seront équitablement... Et la compensation de l'augmentation de la CSG. Universelle d'assurance retraite. Pour ces auteurs. Les concertations qui seront engagées avec eux le seront au second semestre de cette année. Et comme vous pouvez le voir, Madame la députée, nous nous engageons à améliorer le quotidien des artistes auteurs dans le cadre de cette réforme. Je vous remercie. Donc le gouvernement qui affirme être aux côtés des artistes auteurs et de leur simplifier la vie, si possible. Et cette parole à Robin Redal, député Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vos annonces pour la banlieue passent à côté d'un vrai défi de civilisation et ignorent la réalité de l'apartheid français. Cet héritage dramatique est supporté par les élus locaux dont je fais partie et qui ne se sentent pas comptables des choix du passé. Pour les banlieues, il ne suffit pas d'avoir le verbe haut, il faut avoir l'acte fort. Nous sommes face au destin d'une France des territoires qui se sent loin de tout et où il y a moins de tout. Moins de sécurité, moins de justice, moins de transport, moins d'éducation, moins de santé, en un mot, moins de République. D'autres solutions permettraient aujourd'hui de casser les ghettos. Comme vous le savez, si vous étiez là hier, Robin, n'importe quoi, le plan banlieue, les annonces sur les banlieues ont été faites par Emmanuel Macron hier midi. Vous ne les financez pas. Suite au plan qui avait été préparé, suite au n'importe quoi. L'égalité femmes-hommes, reprenez-moi quand je dis des bêtises comme ça. Le droit au logement, je peux pas compter sur vous. Suite au rapport qui avait été proposé par Jean-Louis Borloo. Vous ne le réformez pas. Ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, a priori, est assez éloigné de ce qu'avait écrit Jean-Louis Borloo. Et les échos qui en ont été faits, c'est que c'est beaucoup moins ambitieux que ce qui avait été annoncé jusque-là. L'Élysée de répondre qu'il était question de ne pas refaire un énième plan banlieue qui, comme ça avait été fait jusque-là et qui n'avait résolu aucun problème, mais de créer de nouvelles solutions. Chacun se faisant évidemment son avis. Nous avons besoin sur le terrain, vous ne les recrutez. Et Robin Reda qui signale que le plan annoncé est décevant, et notamment en termes de sécurité. Vous ne les construisez pas. Alors, Monsieur le Premier ministre, trop de questions sur le sujet, voici nos réponses. Merci, Monsieur le député. Donc, c'était pas vraiment une question posée par Robin Reda, si ce n'est qu'il est mécontent des propositions, en fait. Et qu'il en a fait d'autres. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Mézard qui répond. Reda, vous avez exprimé un propos sur les banlieues qui correspond à un bilan qui est largement partagé. Par contre, Monsieur
Vous savez, le débat parlementaire mérite mieux que vos exclamations. Charge assez virulente de la part de Jacques Mézard. Et je m'adresse et je réponds à M. Reda, qui a l'expérience effectivement de ce qu'est la banlieue et de ce qu'est l'exercice d'un mandat local, car il a été jeune maire de Juvisy en 2014 et il n'est effectivement pas comptable de ce qui s'y était passé avant. C'est la réalité. Par contre, mais vous en êtes comptable, comme d'autres. Et Jacques Mézard qui désigne une partie de la droite comme étant comptable des problématiques de la banlieue actuelle. Car je vais vous problématique des banlieues. Depuis un an, en ce qui concerne les territoires fragiles, nous avons fait beaucoup plus que ce qui a été fait ces précédentes années. Nous l'avons fait avec les dispositions prises sur la sécurité au quotidien. Nous l'avons fait avec les emplois francs. Nous l'avons fait avec le dédoublement des classes. Nous l'avons fait avec les annoncières qui ont été faites sur les crèches, avec les 30 000 places. Et donc Jacques Mézard qui explique que toutes les initiatives pour les banlieues ne sont pas seulement liées à ce qui s'est passé hier. J'ai amené un document excellent, Monsieur Reda. C'est le programme de votre candidat présidentiel sur la politique de la ville. Je vous invite à le relire. Et donc Jacques Mézard qui sort le programme de François Fillon. Concernant la politique de la ville. Alors de grâce, ne nous donnez pas de leçons. Et qui explique que les leçons c'est bien, mais quand on n'a pas fait de proposition à la présidentielle, c'est un peu léger. Et c'est le choix de Jacques Mézard de défendre son argument. Merci. Son argumentaire par rapport à ça. Donc il expliquait que effectivement tout n'a pas été annoncé hier, Madame Justine mais déjà plein de choses ont été faites pour les banlieues avant les annonces d'hier. Et justement, il ne s'agit pas de tout regrouper dans un plan, contrairement à ce qui se faisait auparavant. Monsieur le Président, c'est Justine Bénin, une députée apparentée Modem, écologique qui et prend la solidaire. parole. Depuis plusieurs années, les Antilles et la Guyane font face à des vagues successives d'échouages d'algues sargasses sur leur littoral. Ces algues brunes, en s'amoncelant et en séchant, dégagent de l'hydrogène sulfuré qui entraîne des problèmes de santé pour la population. Et de nouveau une question sur les algues sargasses. La faune marine et des dégradations sur le mobilier et l'habitat à proximité. Ces jours-ci, nous subissons une invasion sans précédent dans l'archipel de la Guadeloupe, de la Désirade aux Saintes en passant par Marie-Galante. De nombreux établissements scolaires sont... Il va y avoir un rappel au règlement après la suspension de séance, Perceval. Pourquoi donc ? La multiplication des malaises. Des entreprises sont au bord de la faillite et une grande partie de l'économie touristique en est affectée. Encore récemment, l'île de la Désirade et l'île de Terre-de-Bas sont restées isolées. Aussi, mes chers collègues, en dépit de leurs conséquences dévastatrices, l'échouage massif des algues sargasses n'est toujours pas considéré comme une catastrophe naturelle. Monsieur le ministre, mes interrogations sont celles de nos populations et donc la députée Justine Bénin et leur souffrance. Députée Modem de Guadeloupe, deuxième circonscription, donc apparentée Modem plutôt. Qui est cadre de Pôle emploi, elle est membre de la délégation aux Outre-mer et elle demande la reconnaissance de mise en œuvre sur lequel s'est engagé le gouvernement le 4 mai dernier. Je souhaite également connaître l'état d'avancement de la recherche scientifique sur les impacts sanitaires et environnementaux. Enfin, Monsieur le ministre, cette question est certainement catastrophe naturelle. Merci Fanny. Le gouvernement reconnaissance est prêt à franchir un pas historique en reconnaissant titre de la catastrophe naturelle pour l'invasion des algues sargasses à la hauteur du défi qui s'offre en Martinique et en Guadeloupe, dans les Antilles françaises. La parole est à Monsieur Nicolas. Donc Nicolas Hulot va expliquer quel est le programme du gouvernement par rapport aux algues sargasses. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Justine Bénin. Vous avez raison de le souligner, cette invasion des sargasses est une calamité supplémentaire dont les Antilles se seraient bien passées et dont nous n'avons probablement pas ici en métropole pris toute la mesure. C'est la raison pour laquelle avec Madame Girardin, je me rendrai aux Antilles. Annick Girardin, secrétaire d'État aux Outre-mer. C'est une situation, vous l'avez dit, qui est très difficile pour les riverains, mais également qui a des impacts économiques non négligeables pour les îles. Nicolas Hulot qui annonce son déplacement en Outre-mer. Nous devons à la fois gérer les urgences sanitaires, économiques, mais aussi, comme vous l'avez dit, préparer l'avenir, parce que c'est un phénomène qui a tendance à se renouveler. On n'a pas encore toutes les explications sur l'origine de ce phénomène, qui est un phénomène régional. Il est probable
que les changements climatiques soient un facteur aggravant. Dans la continuité du plan d'action qui a été engagé depuis 2015 et face à cette nouvelle crise d'une ampleur inédite, le gouvernement est pleinement mobilisé et a décidé dès fin avril de prendre de nouvelles mesures en urgence. D'ores et déjà, du matériel et une mission d'assistance de la sécurité civile ont été dépêchés aux Antilles pour appuyer les activités de ramassage sur les plages et prévenir aussi les risques sanitaires. Mais au-delà de l'urgence, un nouveau plan national de lutte contre les sargasses sera finalisé d'ici mi-juin. Annie Girardin, Gérard Collomb, Agnès Buzyn et moi-même pilotons la mise en œuvre de ce plan. Nous avons d'ailleurs une nouvelle réunion du comité stratégique demain sur ce sujet. Notre priorité, c'est que chaque territoire soit doté d'un plan très opérationnel. Ce plan d'urgence locale instaurera une procédure réactive en cas d'échouage, en coordonnant donc Nicolas Hulot qui annonce un plan local d'urgence et non pas une reconnaissance de catastrophe naturelle. 3 millions d'euros de crédit d'État. Et la ministre n'est pas secrétaire d'État des Outre-mer. Autant pour moi, Aliana, merci pour la correction. 1 million d'euros. Canique Girardin, ministre des Outre-mer. Que les dispositifs d'assurance publique et privée ne sont pas adaptés à cette situation. La parole est à monsieur Guy Bricout. La réponse était trop longue et donc François de Rugy qui passe la parole à Guy Bricout. Monsieur le Premier ministre, depuis des années, nos communes député et nos associations ont à faire face aux baisses des dotations de l'État. Malgré cela, la majorité parlementaire a décidé dès août 2017 de leur asséner un nouveau coup en supprimant la réserve parlementaire. La réserve parlementaire nous permettait de connaître les dossiers de notre territoire et donc les maires et leurs conseils municipaux. Dans mon département, la réserve parlementaire, vous vous rappelez, ce sont les 150 000 euros dont disposait à peu près 150 000 dont disposait chaque député pour soutenir des associations, des communes sur leur territoire, pour des projets, pour des actions, des événements, etc. Qui a été supprimé par la majorité, qui dénonçait les abus qui avaient pu exister dans certains cas. Consultatif et qu'il n'y aurait pas de cogestion avec accusations de clientélisme notamment dans certains cas particuliers. L'assistance a sollicité plus de concertation en amont avec les élus locaux et parlementaires qui la composent. À quoi servent les parlementaires? Monsieur le Premier ministre, tout cela contribue encore à mettre plus de distanciation avec nos communes. Récemment, j'ai appris qu'une réunion publique a été programmée le 25 mai dans la commune du Quesnoy en présence notamment de votre conseiller en charge du dossier de la création d'un fonds issu de la disparition de la réserve parlementaire et qui serait destiné à financer le monde associatif. Pas d'informations à ce sujet. Par ailleurs, le ministre Blanquer a déclaré jeudi dans cet hémicycle que les parlementaires ne seraient pas associés au fonctionnement de ce Fonds national pour le développement de la vie associative. À quoi servent les parlementaires? Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Confirmez-vous les propos tenus par monsieur le ministre de l'Éducation? Quelles sont les dispositions que vous comptez prendre pour répondre à la volonté des parlementaires d'être associés en amont à l'examen des dossiers aux conditions d'attribution à nos communes rurales et au monde associatif? Donc le député Guy Bricout qui s'inquiète du rôle des parlementaires. La parole est à monsieur Gérard Collomb. Dans la distribution des fonds qui servaient à la réserve parlementaire, qui sont désormais regroupés dans une structure qu'on ne connaît encore assez peu. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Guy Bricout, je crois que sur le début de votre intervention, vous avez parfaitement raison. Durant les 4 années qui viennent de s'écouler, les collectivités locales avaient vu leurs dotations... Gérard Collomb qui va commencer par expliquer que les dotations de fonctionnement, c'est-à-dire l'aide de l'État aux collectivités locales pour remplir leur mission, cette majorité a baissé au cours de la majorité précédente socialiste, à laquelle appartenait Gérard Collomb, qui n'était pas ministre à l'époque, mais était au Parti socialiste également. 12 milliards. D'où l'ironie de l'affaire. Des dotations. Nous n'avons pas voulu le faire. Et donc aujourd'hui, les collectivités locales voient leur investissement reprendre. Alors que dans les années et donc qui explique qu'il n'y a pas plus de baisse des dotations cette année avec la nouvelle majorité. C'est cela la réalité. Alors après, comme vous le savez, non seulement la DETR a continué à augmenter, non seulement la DSIL qui avait été créée pour faire
tous ces acronymes dont je ne connais pas la dénomination exacte, ce sont des dotations, des aides aux actions des collectivités locales. Elle a été même augmentée et donc demain, vous bénéficierez de plus de crédits. Et donc Guy Bricout, député UDI, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, le dispositif est encadré par des représentants des collectivités locales et un certain nombre de parlementaires. C'est un élu local qui a été élu dans à peu près toutes les collectivités possibles existantes. Sera présent depuis les années 70. Il a été conseiller municipal. Allez à la réunion qu'il Il a été maire, il a été président de communauté de communes, il a été conseiller départemental, conseiller général. La parole. Il a connu à peu près tous les mandats. Rémi Rebeyrotte. Monsieur le Président, la parole est à Rémi Rebeyrotte, député de la Saône-et-Loire. Après avoir dû s'expliquer et s'excuser hier devant le Parlement européen pour détournement et cession de données numériques, question sur Facebook. Le PDG et fondateur de Facebook est aujourd'hui à l'Élysée. Est-ce que vous avez écouté l'audition de Mark Zuckerberg hier soir à l'antenne sur le Parlement européen? RGPD et de la directive européenne s'y rattachant. Ces textes qui rentrent en vigueur dans 2 jours vont responsabiliser l'ensemble des acteurs sur la gestion des données qu'ils détiennent, sanctionnant lourdement des manquements graves par de lourdes amendes administratives auxquelles peuvent naturellement s'ajouter des poursuites judiciaires. Et donc il enchaîne dans ses questions sur le RGPD, dont nous avons parlé hier soir sur Acropolis, entre 20h et 21h dans The Economy Stupide, que vous avez évidemment tous regardé. Utilisant les marges de manœuvre pourquoi j'ai un ton comme ça en fait. Nous avons, en lien avec votre ministère, permis de renforcer le texte, notamment pour la protection des mineurs, les données les plus sensibles, mais aussi l'information des utilisateurs, les garanties minimales pour les algorithmes, la transparence pour l'accès aux moteurs de recherche, l'élargissement de l'action de groupe, l'accompagnement des entreprises et des collectivités. Cependant, le renforcement des missions de la CNIL nécessite une montée en puissance des moyens de... La CNIL, c'est la Commission nationale d'informatique et liberté. Celle qui contrôle le bon usage des fichiers, des données des utilisateurs, notamment dans les entreprises et les collectivités. Rappelons que ces équivalents britanniques et allemands ont 2 à 3 fois plus de personnel que la CNIL, qui regroupe 200 personnes et qui fête aujourd'hui ses 40 ans d'existence. Madame la ministre, conscient des enjeux de réduction des déficits budgétaires, mais aussi conscient des enjeux d'un accompagnement et d'un contrôle efficace des acteurs du numérique, pourriez-vous intercéder pour que les moyens nécessaires soient apportés à la CNIL afin qu'elle puisse... Une question qui était plutôt bien posée, avec une mise en contexte sur l'audition de Mark Zuckerberg et sur la nouvelle réglementation pour arriver au fonctionnement de la CNIL. Et Madame la Ministre, est-ce que vous pourriez augmenter les moyens alloués à la CNIL pour qu'elle fasse son travail dans les nouveaux enjeux actuels? Effectivement, monsieur. Et donc c'est Nicole Belloubet qui répond. Dans 48 heures, notre régime de protection des données personnelles va changer. C'est un bouleversement juridiquement très important et vous en avez rappelé l'économie. Cette économie figure dans le texte qui a été voté à une large majorité par cette Assemblée il y a quelques jours. Vous m'interrogez sur les moyens qui seraient nécessaires de donner à notre autorité de régulation pour les pouvoirs qu'elle va exercer dans ce cadre. Effectivement, le gouvernement est tout à fait mobilisé par rapport aux exigences de nos concitoyens, des entreprises, notamment des PME, et des collectivités qui vont devoir s'adapter à ce nouveau cadre juridique. Nous savons très bien que ce cadre juridique supposera évidemment des évolutions importantes qu'il faut accompagner en termes de communication, en termes de soutien, en termes d'information. Je voudrais, quant à la CNIL, puisque c'est de cette autorité dont vous parlez, dire que depuis 2010, le budget de la CNIL a augmenté de manière importante, et notamment en termes de fonctionnement et de budget de personnel. En effet, la CNIL est passée de 2010 à 2017 de 140 emplois environ à 198 emplois, ce qui montre évidemment l'importance de l'accroissement. De cette manière, la CNIL a en quelque sorte anticipé le développement du travail qu'elle aurait à accomplir. Elle l'a fait peut-être plus tôt que ses voisins européens. Je dois dire qu'il me semble
peut-être un peu tôt pour évaluer l'impact qu'aura le nouveau règlement sur la CNIL. Et donc, je vous propose que nous reprenions cette discussion. Donc Nicole Belloubet qui explique que l'augmentation du budget de la CNIL a déjà eu lieu depuis 2010 avec une grosse augmentation en termes d'effectifs et que c'est trop tôt pour à nouveau augmenter les moyens de la CNIL. Voyons comment ça se passe et ensuite on s'adapte et on revoit la question. Monsieur le Premier ministre, hier, 5 questions ont été posées pour rappeler les manques des quartiers populaires, périurbains et ruraux. Sabine Rubin, députée de la France Insoumise, qui pose une question sur les banlieues. C'était la liste. Panne d'ascenseurs récurrentes dans les logements sociaux, bientôt liquidés par la loi Elan. Train de banlieue bondés ou suppression des petites lignes dans les zones rurales. Agression à l'arme blanche dans les établissements scolaires quand on réduit le nombre d'AED. Sols pollués quand s'aiguisent les appétits des promoteurs. Suppression des contrats aidés quand les travailleurs sociaux n'ont jamais été autant sollicités. Je m'arrête là. AED, c'est assistant d'éducation. Politique publique conséquence. Simplement. Vous organisez maintenant agent public non titulaire. Faisant reposer celle-ci sur des particuliers ou sur les grandes entreprises qui devraient créer des stages alors qu'elles ne créent pas d'emplois. L'éloge des mamans du président est émouvante, bien qu'un tantinet sexiste. Cependant, il aurait mieux valu les soutenir, ces mamans, par des actes, en votant la proposition de loi de nos collègues communistes pour lutter contre... Sabine Rubin, qui est députée de la Seine-Saint-Denis, qui revient sur les propos d'Emmanuel Macron hier sur le plan banlieue. Mais l'intervention de l'État ne peut se résumer aux seules interventions policières. Des solutions neuves et... Elle a été élue sur l'ancienne circonscription de Claude Barthelone, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Nous avions proposé de le récépissé en cas de contrôle d'identité. Vous l'avez refusé. Pour lutter contre les trafics de drogue qui rongent nos quartiers, il serait possible de légaliser et d'encadrer le commerce du cannabis. Voilà quelques idées neuves. Permettez-moi, Monsieur le Ministre, de vous rappeler une seule réalité qui reflète toutes les autres. Le moins bien doté des établissements scolaires parisiens reste mieux doté que le plus doté des établissements de la Seine-Saint-Denis. Cette phrase résonne d'autant plus qu'on assiste au fiasco de Parcoursup qui assigne à résidence les élèves des lycées en difficulté. Merci. Alors, Monsieur le Ministre, quand allez-vous Sabine Rubin qui fait le lien entre la situation dans les banlieues et Parcoursup qui est dans l'actualité également. Ministre de la cohésion des territoires. Ce qui fait évidemment réagir la majorité. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Sabine Rubin, vous avez été enseignante, vous avez été formatrice à l'insertion professionnelle et avec toute la rigueur et la justesse de vos propos qui vous caractérisent, je m'étonne quelques omissions dans votre question. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné que cette majorité a voté le dédoublement des classes dans les classes de CP en REP+. Pourquoi vous n'avez pas mentionné que cette majorité et le président de la République, hier, a annoncé que ce serait 30 000 stages qui permettront justement de faire ce lien entre les jeunes des quartiers et les entreprises. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné que cette majorité, ce gouvernement, investit 15 milliards d'euros dans la formation professionnelle, dont à peu près 2 milliards d'euros dans la formation. Donc on en revient un petit peu à la même type de question-réponse que tout à l'heure, c'est l'opposition qui propose ses idées et suite à un constat. Le gouvernement qui répond « Oui, mais vous n'avez pas dit tout ce qu'on avait déjà fait dans le sens que vous présentez en fait. » Donc là, on est sur un catalogue contre un catalogue de propositions ou de réformes. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné que le ministre de l'Intérieur a mis en place la police de sécurité du quotidien et que ce seront pas moins de 1300 agents de police supplémentaires qui seront embauchés dans les 60 quartiers prioritaires de la ville d'ici 2020 ? Enfin, pourquoi n'avez-vous pas mentionné que cette majorité... La communication du gouvernement en ce moment, c'est vraiment d'expliquer que toutes les actions qui sont faites dans les différents temps politiques et différentes démarches politiques ont une cohérence globale sur toutes les réformes d'aujourd'hui. Madame la députée, oui, Madame la députée. La police de sécurité du quotidien, je crois qu'elle est en train de se mettre en place, pour être précis, Fanny. Moi, la seule chose qui m'importe, pour répondre à ta question, c'est de savoir si les mesures votées par cette majorité, mises en place par ce gouvernement, sont efficaces pour redonner de l'espérance aux jeunes des quartiers. En tout cas, c'est ma conviction et c'est ce à quoi je m'emploie. Merci, Monsieur le Ministre. Jean de Normandie, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Et maintenant, place à Michel Crouzet, député de Lyon. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est la deuxième bourguignonne de la séance. Nicolas Maduro a été réélu sans surprise à la présidence du Venezuela.
Alors, une question Venezuela. Très bien. Le président sortant a remporté 67,7% des suffrages, soit près de 5,8 millions de voix, avec une abstention historique qui avoisinerait les 52%. Néanmoins, les conditions d'organisation de cette élection nous interrogent sur la légitimité de ces résultats et la fiabilité de ces chiffres, n'en déplaise à M. Mélenchon. Comme en témoigne la difficulté à obtenir ne serait-ce que le taux de participation à cette élection des Vénézuéliens résidant en France. Le 3 avril dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, s'en était d'ailleurs inquiété dans la mesure où, en l'état, elle ne permettait pas, selon lui, un scrutin juste, libre et transparent. Le report à la fois de la date de l'élection, l'absence de l'opposition, l'absence d'observateurs internationaux indépendants, l'accès inégal aux médias, les nombreux... Michel Crouzet, député LREM donc de la 13e circonscription de Lyon. Rencontrés par les Vénézuéliens. Elle est membre de la commission des affaires économiques, rapporteur de la commission d'enquête sur l'alimentation industrielle. Elle est membre de la commission des relations France-Venezuela, d'où sa question sur le Venezuela. De nouvelles sanctions économiques ont également été prises par les États-Unis suite au scrutin et l'Union européenne... Et donc elle interroge le gouvernement sur les relations entre la France et le Venezuela suite à l'élection présidentielle de dimanche dernier, qui a vu donc la réélection de Nicolás Maduro dans des conditions politiques un peu compliquées. En effet, soulignons qu'à cette crise politique qui frappe le pays s'ajoute une crise économique, sociale et humanitaire. Face aux pénuries d'aliments, de médicaments et effectivement, il y a certains représentants de la France Insoumise qui sont prononcés en faveur d'une vie meilleure, du scrutin en soulignant avec les résultats du scrutin sa régularité, contrairement à beaucoup d'autres sources d'informations. D'entraîner une déstabilisation dans la région. Merci, donc, Madame la députée. J'attends la question. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe. Et du coup, on ne connaît pas la question. Mais en gros, c'est quelles sont les relations entre la France et le Venezuela suite à cette réélection contestée. Je n'ai pas dit contestable, j'ai dit contestée, évidemment. Madame la députée Michel Crouzet. Jean-Yves Le Drian qui répond. Partage totalement votre préoccupation sur la situation au Venezuela après les résultats de l'élection présidentielle. Élection présidentielle anticipée, voire même très anticipée. Et vous le savez, la France a estimé que le processus électoral engagé ne répondait pas aux exigences d'une élection démocratique. Elle le maintient. Le déroulement du vote a confirmé nos craintes. Malgré les pressions, l'abstention atteint un niveau historique, montrant qu'une majorité des Vénézuéliens ne considérait pas ce processus comme légitime ni crédible. En outre, de nombreuses irrégularités, vous l'avez signalé, ont été commises et on peut craindre, Madame la députée, que ces élections, loin d'offrir une issue, ne fassent qu'aggraver la situation politique, sociale et économique du Venezuela. Par ailleurs, la situation humanitaire est extrêmement dégradée et il est fondamental que les organisations internationales et régionales soient autorisées à intervenir rapidement pour permettre l'accès de la population à l'aide humanitaire. La France a toujours eu, dans cette affaire, une position équilibrée, mais devant la dégradation de la situation, nous sommes prêts à prendre les initiatives, d'une part, pour renforcer l'aide à la destination des Vénézuéliens et d'autre part, pour faire en sorte que les sanctions initiées par l'Union européenne soient renforcées parce que la situation mérite des décisions et des... Jean-Yves Le Drian qui souhaite le renforcement des sanctions de la part de l'Union européenne envers le Venezuela, notamment par rapport à des problématiques humanitaires dont il a parlé. Je vous avoue méconnaître vraiment la situation, donc j'ai du mal à éclaircir le propos. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, ça n'a pas convaincu la France Insoumise, sans surprise. La terreur dans un quartier de Marseille. Arrivés à plusieurs voitures, ces hommes vêtus de noir et lourdement armés ont tiré à plusieurs reprises. Joachim Pueyo qui pose la deuxième question sur Marseille. Les policiers qui intervenaient pour mettre fin à cette situation totalement intolérable sur le territoire de la République. Un homme lié au trafic de drogue qui gangrène ce territoire aurait été enlevé durant cette opération. Les narcotrafiquants ont prouvé une nouvelle fois qu'ils n'avaient aucune considération pour les lois qui fondent notre pacte républicain. Je ne souhaite pas, comme l'explique Elisabeth Badinter, qu'une contre-société s'installe dans certaines banlieues. Au-delà de cette violence, c'est aussi une deuxième fois qu'Elisabeth Badinter est mentionnée dans cette Nous ne découvrons pas qu'il existe en France des lieux
où les trafiquants imposent leurs lois et terrorisent les habitants dans leur vie quotidienne. Tout cela engendre insécurité, violence et destruction du lien social. La France ne doit pas s'habituer à cet état de fait. Dans ces conditions, ne faut-il pas repenser nos politiques envers les drogues? La simple prohibition ne nous conduit-elle pas dans l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Il est temps de lancer un grand débat sur cette question de société. Nous devons également rappeler notre devoir envers les habitants de ces quartiers. Ils ne peuvent continuer à vivre dans Joachim Pueyo, le député Nouvelle Gauche, député socialiste, qui interroge le gouvernement suite aux violences qui ont eu lieu à Marseille, donc lundi, avec notamment différents dealers, pour lutter contre les trafics internationaux. Et qui suggère un débat sur la légalisation du cannabis, notamment. Il est primordial de rétablir la sécurité et l'autorité. Joachim Pueyo, qui est vice-président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, il est inspecteur territorial à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. De nombreuses années, il a été chef d'établissement à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Ma question en région parisienne. Simple. Que comptez-vous faire pour mieux assurer l'équité territoriale au sein de la République et renforcer l'autorité de l'État? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérard Collomb, ministre Gérard Collomb qui va lui répondre de l'Intérieur. Sur cette question de sécurité. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Joachim Pueyo, je partage totalement votre avis. Il ne peut pas y avoir de territoire où les lois de la République ne s'appliquent pas. Et je dois dire que dans un certain nombre de quartiers, nous partons de loin. Alors c'est vrai qu'avec la police de sécurité du quotidien, ce que nous disons, c'est que la politique de sécurité doit s'appliquer à chaque territoire de manière différente. Dans un certain nombre de villes, on sait que ce sont par exemple les cambriolages qui sont la délinquance première. Dans d'autres, comme à Marseille, nous avons des villes, des quartiers qui sont gangrénés par les trafics de stupéfiants. Alors oui, comme l'a dit le président de la République, sur ces villes, sur ces quartiers, nous allons mettre tous les moyens de manière à pouvoir faire des enquêtes, à remonter les filières, à commencer par le haut pour faire tomber les chefs des trafics, mais en descendant aussi vers le bas. Et vous savez par exemple que dans la réforme de la procédure pénale, nous sera permis la forfaitisation des petits actes de délinquance de manière à ce que, à la première défaillance, il y ait déjà une sanction, une punition. Et donc Gérard Collomb qui présente les différentes dispositions du gouvernement pour augmenter l'intervention de la police et de la justice, ainsi que les moyens pour les quartiers, pour l'ensemble du territoire. La parole est maintenant monsieur Lénaïque Adam. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Question de Lénaïque Adam. Le 3 mai dernier, 17 médecins du service d'urgence de l'hôpital de Cayenne ont déposé leur lettre de démission. Il s'agit là d'une décision radicale attestant de leur impossibilité physique et psychologique de remplir leurs fonctions dans des conditions dignes. Mourir ou laisser mourir. Voilà le choix cornélien auquel l'ensemble du personnel de cet hôpital est confronté chaque jour. Pour fonctionner, ce service nécessiterait d'au moins 40 médecins à temps plein. Or, ils ne sont déjà plus que 25 avant même le départ des démissionnaires. Le délabrement et le manque criant de matériel au sein de cet hôpital illustrent l'état de crise permanent dans lequel se trouve le système de santé guyanais. Madame la ministre, la situation sanitaire dans laquelle se trouve la Guyane... Donc le député de Guyane qui pose une question sur le système de santé en Guyane. Les gens meurent chaque jour, notamment les manques de moyens humains et matériels pour les soigner. Nous assistons qui sont critiques, notamment suite à la démission de plusieurs personnels qui dénonçaient justement le manque de personnel déjà. Imaginez en 2018 et surtout en France un service d'urgence sans médecin. C'est exactement ce qui guette la Guyane dans quelques semaines. Alors il faut sans plus tarder renforcer les effectifs de personnel. Question évidemment à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et des Solidarités, pour savoir quels sont les moyens d'urgence et remettre vont être affectés de santé à l'hôpital de Guyane pour
Il faut que soit permettre de pouvoir travailler dans des conditions correctes. Ce n'est pas seulement de résoudre la crise actuelle, mais de pérenniser le système de santé à travers une vision de long terme. Et les solutions ne manquent pas. On peut augmenter le numéro. Yannick Adam, il est membre de la délégation aux Outre-mer et peut-être que vous vous en rappelez, il a aussi été réélu suite à l'invalidation de sa première élection. Alors, je vous le demande, Madame la Ministre. En raison de l'absence d'assesseurs dans 2 bureaux de vote dans la file de sa circonscription. Au cimetière. Merci. L'élection a été invalidée en 8 décembre 2017 et il a été réélu en mars 2018. Ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lénaïque Adam, Agnès Buzyn qui vous répond. décrivez une réalité qu'il nous faut impérativement régler et l'urgence, évidemment, est déjà de résoudre la situation des urgences de Cayenne. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le système de soins en Guyane est confronté à 3 défis. Une faible densité de population qui rend l'offre de soins assez peu variée, une offre quantitativement insuffisante qui risque de s'aggraver avec une forte croissance démographique de la population et le vieillissement du corps médical, et enfin des moyens qui se concentrent dans les agglomérations. Cette situation explique en grande partie le report vers les services d'urgence ou un renoncement aux soins. Le 3 mai, vous l'avez dit, sur une équipe constituée de 25 praticiens urgentistes, 17 ont présenté à la direction de l'hôpital leur démission. Cela survient dans un contexte de vacances de la chefferie de service depuis démissions sur 25, c'est pas mal. Les ministères se sont immédiatement saisis de cette question et ont travaillé avec l'hôpital sur un plan d'action. Les médecins libéraux ont été sollicités et participent maintenant à la régulation médicale. Le service de santé des armées a également apporté son concours en réalisant des gardes à l'hôpital. Le ministère va mobiliser la réserve sanitaire. Les services de la préfecture se sont par ailleurs engagés à titre expérimental et dérogatoire à faciliter l'entrée sur le territoire de médecins étrangers. Le Centre national de gestion des praticiens a été mobilisé, ainsi que l'assistance Agnès Buzyn qui explique que le ministère a pris différentes dispositions pour justement trouver des solutions pour renforcer les effectifs très rapidement pour faire face à cette urgence dans le service de santé de Cayenne. L'importance de ces sujets pour les Guyanais. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, qui est très attentive à cette question, évidemment. Vous pouvez compter sur mon total engagement auprès de votre territoire. Je vous remercie. Merci. Agnès Buzyn qui affirme son engagement pour le territoire de Guyane. Marianne Dubois. C'est Marianne Dubois, députée Les Républicains, qui pose la dernière question de cette séance. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées reconnaît la langue des signes française comme une langue à part entière et officielle. La loi confirme la possibilité d'opter pour une communication et un sur la langue des signes, c'est intéressant ça. En LSF. Elle institue pour tout jeune handicapé un droit à un parcours de formation. La circulaire de 2017 met en place et décrit les différents parcours au sein du pôle d'enseignement pour jeunes sourds, PEJS. Mais ce parcours est quasi inexistant en France. Seules 3 régions répondent aux exigences, alors qu'il devrait y avoir un PEJS dans chaque académie. Seules 2 de ces régions proposent une filière complète, de la maternelle au lycée, et donc une continuité de parcours scolaire pour les élèves sourds-signeurs. Malgré ces textes, les déclarations, les promesses, l'égalité d'accès de nos enfants sourds à la scolarité n'est toujours pas respectée. Au contraire, comme le dénoncent les associations et fédérations, la situation ne cesse de se dégrader. La politique d'école inclusive, tant vantée par les gouvernements successifs, n'est toujours qu'un mirage pour les élèves sourds ayant choisi Marianne Dubois, députée des Républicains, qui interpelle le gouvernement sur l'accès à l'école pour les enfants sourds et malentendants, notamment par le manque d'écoles et de classes ouvertes et accessibles en langue des signes française à LSF. Hasard des rencontres. Marianne Dubois, elle est présidente du groupe d'études langue des signes à l'Assemblée nationale, d'où sa question. En matière d'éducation des enfants sourds, notamment en LSF. Elle est secrétaire de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées par ailleurs. De la Seine-Saint-Denis, où des parents doivent saisir les médias pour obtenir une solution. Ce ne sont pas les lois qui manquent, mais la volonté politique. Et donc elle fait référence à une circulaire de 2005 qui expliquait qu'il fallait mettre en place dans chaque région un parcours scolaire pour les enfants atteints de surdité ou qui sont malentendants. Et actuellement, il n'y aurait que 2 régions qui seraient ouvertes à ce genre de formation. C'est Christophe Castaner qui répond en l'absence de Jean-Michel Blanquer. Je vous sais particulièrement attaché au sujet sur lequel vous interrogez Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, qui est mobilisé ailleurs, et donc je vais tenter d'apporter quelques éclairages en lien avec ce dernier.
parce que le sujet que vous évoquez est un sujet essentiel. C'est un sujet essentiel parce qu'aujourd'hui, un enfant sur 1000 naît sourd. Et donc, ce sont 300 000 personnes. Un enfant sur 1000 naît sourd. Vous saviez ça? Un tiers, 100 000, pratiquent la langue des signes. 170 000 dans le monde et seulement 100 000 en France. Et donc, au fond, quand Sénèque évoquait le fait que le langage de vérité était simple, vous avez raison de souligner que ce droit au langage, cette possibilité du langage est inaccessible pour beaucoup. Et oui, il y a du retard dans la mise en œuvre. Depuis la loi Fabius de 1991, qui avait fixé l'objectif d'un enseignement bilingue entre le langage signé et le langage pratiqué en français pour l'écrit, de nombreux retards ont été pris. La loi du 8 août 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République mentionnait effectivement les élèves déficients auditifs et posait le principe, vous l'avez rappelé, du libre choix de communication pour les élèves sourds. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que ce parcours qui a été rappelé lors de la conférence nationale du handicap de 2014, qui permet justement, en principe, aux jeunes sourds de bénéficier d'une notification des MDPH ou des MDPA et d'avoir cet accompagnement. MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Et ça n'est pas acceptable. La circulaire relative à la mise en œuvre du parcours des jeunes sourds, qui a été publiée le 3 février 2017, comporte de nouvelles mesures qui tendent à améliorer, vous le savez, Madame le député, la scolarisation des jeunes sourds et le respect du principe de libre choix de la communication. Cette circulaire qui avait été prise par le prédécesseur ou la prédécessrice de Jean-Michel Blanquer reste la feuille de route du ministère de l'Éducation nationale parce qu'il faut rattraper le retard que vous avez évoqué. Sachez, Madame la députée, que 400 millions d'euros sont mobilisés en plus cette année pour accompagner les personnes en situation de handicap. Monsieur Il le nous faut agir ministre. chaque jour pour l'égalité de tous. La séance 400 millions d'euros consacrés aux personnes en situation de handicap. La séance est suspendue. Mobilisés en plus cette année, a priori, pour la question de l'accessibilité. Mais je pense que ce n'est pas spécifique à l'école, d'après la réponse de Christophe Castaner. Voilà, c'est ainsi que se termine cette séance de QAG qui a commencé sous des auspices techniquement assez compliqués et qui n'ont donc pas permis une introduction complète et d'une contextualisation de l'émission. Je vous prie de nous en excuser, évidemment. On va faire un rapide récapitulatif, mais on va rapidement arrêter aussi ce live pour préparer l'émission de 17 h. Je vous le rappelle, nous sommes en direct de la Sorbonne. Et je vais inviter la régie, qui est en train de se recoiffer. C'est important qu'elle se recoiffe. Excusez-moi, non, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend, absolument. Enfin, moi, je t'entends en tout cas. Oh là là, la régie est devenue pro entre-temps. Je t'invite à passer en scène webcam et à nous faire un petit aperçu de l'ambiance dans laquelle on se trouve actuellement pour préparer l'émission C'est ma foi de 17 h. Un très beau cadre dans lequel nous sommes. Bonjour. Oh, c'est magnifique avec Sylvain en dessous, c'est parfait. N'est-ce pas? Non, bah écoutez, c'est super sympa. Il y a Monsieur Massier qui arrive à l'instant. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde, ça résonne un peu, mais... Bah, tu veux peut-être prendre la webcam pour montrer comment ça se prépare. C'est parfait. N'hésite pas à faire le caméraman. Bonjour, excusez-moi, voilà, hop, je vous montre. Il y a beaucoup de monde qui attend, donc la conférence, en fait, la conférence d'ouverture pour les 20 ans du processus de Bologne va commencer à 17 h, donc les gens se préparent, et donc évidemment nous serons là pour la commenter, donc ne quittez pas Twitch. Sachant que les gens qui attendent, là, il y a aussi des visites qui ont été proposées. Il y a beaucoup de délégations ministérielles qui viennent de toute l'Europe qui sont présentes. Et il y a des visites qui ont été proposées de la Sorbonne en amont des rencontres de ce soir. Donc c'est pour ça qu'il y a eu du monde qui est passé. C'est pour ça que je manquais peut-être parfois un petit peu de concentration. C'est possible, je m'en excuse également. Voilà, enfin c'était pas évident, mais c'était sympa. C'était une belle expérience. C'est la première fois que tu étais à la régie aussi, Raphaël, tout seul, abandonné de tous. Je vois que le casque me va bien en tout cas. Ah, le casque réussi au teint, c'est formidable. Hop, j'ai repassé sur l'intro. Exactement. Eh bien, moi ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là. On a eu assez peu de questions sur Parcoursup globalement, je m'attendais à beaucoup plus. On a eu plusieurs questions sur les incidents, oui on peut appeler ça des incidents, les problèmes qui ont eu lieu à Marseille en début de semaine, notamment à cause des dealers et des règlements de compte. On a eu une question très intéressante à la fin sur la langue des signes. On a eu des questions sur le plan banlieue qui n'est pas un plan banlieue présenté par Macron hier. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Attention Sylvain, tu flottes sur un petit pixel. Oui absolument. La caméra n'est pas parfaitement alignée avec le bas de l'écran, c'est vrai. Mais ça m'est déjà arrivé de faire ça avec Jean, donc... Pas de clash Parcoursup, non, mais il y a eu un clash... Il y a eu 2-3 questions très généralistes sur le gouvernement ne fait pas ce qu'on aimerait qu'on fasse,
ce qu'on aimerait faire en tant qu'opposition. Et le gouvernement qui répond, bah oui, mais vous parlez pas de tout ce qu'on fait de bien et qui vous arrangerait pas dans vos propositions. Voilà, des questions qui n'étaient pas forcément très constructives, mais qui permettaient d'avoir un panorama sur certains sujets de l'action du gouvernement et des propositions de l'opposition. C'était pas toujours très constructif, mais au moins on voyait sur quoi il y avait des points d'achoppement, et c'était au moins pour ça intéressant. Il est 16h10. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je remercie infiniment, même si ces personnes-là ont l'impression que je n'ai pas beaucoup utilisé leur travail. Je remercie infiniment toutes les personnes qui ont travaillé à la préparation de cette émission. Je vais certainement en oublier. Il y avait Samuel, il y avait Adrien, il y avait Amy, évidemment Amy. Il y avait Sylvain, il y avait... je crois que j'ai cité tout le monde, a priori. Et ceux que j'ai cités, je m'en excuse platement. Merci à la modération, merci à tous ceux qui ont sub la chaîne, c'est-à-dire a priori personne. Merci à tous ceux qui ont follow, a priori personne non plus. Merci à Raphaël à la régie, merci à Jean de m'avoir laissé sa place, ça m'a fait plaisir. Rendez-vous à 17 h, donc dans 49 minutes, pour l'émission en plateau et en commentaire. Vous allez voir à peu près 4 heures de live pour vous depuis la Sorbonne, ça va être chouette. Avec des superbes images que vous prépare Benjamin, je ne sais pas si vous vous rappelez de Benjamin, si ce n'est pas le cas vous allez vous en rappeler. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à tout à l'heure 17 h sur Acropolis. Gros bisous. Salut.